Dimanche 22 octobre, bienvenue dans le 20h et merci d'être sur RTI 1. Renforcer les échanges commerciaux et les investissements en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif principal de la mission économique belge arrivée aujourd'hui sur le sol ivoirien. Elle est conduite par la princesse Astrid de Belgique. Affrontement intercommunautaire à Guiglo dans l'ouest ivoirien, 4 morts et de nombreux blessés. Le calme est revenu depuis ces incidents malheureux. Une délégation du gouvernement est sur place. Journée internationale de sensibilisation au bégaiement ce 22 octobre. Un jeune Ivoirien a trouvé une solution afin de permettre aux bègues de s'exprimer correctement. Et puis, face aux nombreuses critiques depuis la nomination de Robert Mugabe au poste d'ambassadeur de bonne volonté pour aider à lutter contre les maladies non transmissibles, l'OMS a annulé sa décision. Bonsoir à tous. Démarrons par un communiqué de la présidence de la République. À son Excellence, M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris l'attaque de la gendarmerie d'Ayoru dans la région de Tillabéri, à la frontière malienne, qui a occasionné le décès de 13 gendarmes et 5 blessés. Partageant la peine du peuple nigérien, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser nos sincères condoléances à votre Excellence et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie de bien vouloir transmettre notre sympathie aux familles des victimes ainsi qu'à l'ensemble des forces armées nigériennes dont l'engagement dans la lutte contre le terrorisme est à saluer. Ce nouvel attentat renforce notre détermination à intensifier la coopération régionale dans la lutte contre l'extrémisme violent. Vous voudrez bien trouver ici l'expression du témoignage de notre solidarité, très haute et fraternelle considération. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Une mission économique belge conduite par la princesse Astrid de Belgique est arrivée à Abidjan ce dimanche. Il s'agit au cours de ce séjour ivoirien de renforcer, d'augmenter le volume des échanges commerciaux et les investissements dans divers domaines économiques ici en Côte d'Ivoire. Thomas Guessambi. 16h moins le quart, heure locale et temps universel. C'est à cette heure de ce dimanche 22 octobre que son Altesse, la princesse Astrid de Belgique, foule le sol ivoirien à la tête d'une forte délégation pour la mission économique belge en Côte d'Ivoire. La deuxième du genre en Afrique. C'est avec empressement donc et beaucoup d'aménité que la mission est accueillie par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement et des têtes couronnées. Au nom de la délégation qui entame ainsi une mission de 5 jours, Didier Reynders, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, lève un coin de voile sur l'agenda de ce rendez-vous. Nous avons vraiment l'intention, pendant ces quelques jours de présence, très intensifs, de faire en sorte que l'on puisse aider les entreprises qui sont déjà ici à se développer et d'autres à prendre pied en Côte d'Ivoire et à travailler avec des partenaires ivoiriens. Donc on a vraiment une mission qui est très concrète, qui est très pratique et qui vise à renforcer les échanges bilatéraux entre nos deux pays. Et ce n'est pas tout, la question de la lutte contre le terrorisme devrait aussi avoir droit de cité. Nous sommes confrontés, en Europe comme en Afrique, en Côte d'Ivoire comme en Belgique, à ce phénomène parfois d'attentats terroristes. Pour lutter contre ce type de phénomène, nous devons surtout échanger de plus en plus d'informations et travailler ensemble, ce que nous allons continuer à faire au cours de ces entretiens et bien entendu dans les mois à venir. À ce jour, la Belgique est le deuxième importateur européen de produits de Côte d'Ivoire. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 1 milliard d'euros, soit plus de 600 milliards de francs CFA en 2016. Direction Guiglo, dans l'ouest ivoirien, où le calme est revenu depuis les incidents malheureux survenus en fin de semaine. À l'origine, de nouveaux rebondissements du conflit foncier de la forêt classée de Gouin-Débé. Des affrontements intercommunautaires ont fait 4 morts et de nombreux blessés. F. Boué.
La ministre Anne-Désirée Ouloto, conduisant une délégation composée d'élus et de cadres du Cavali et du Grand Centre, est envoyée par le gouvernement pour trouver une solution durable au conflit foncier en cours dans la région du Cavali. De nouveaux affrontements ont fait 4 morts et de nombreux blessés. Dans la salle de réunion de la préfecture de région, la ministre a rencontré les parties prenantes du conflit. La parole est donnée à chacun. Ensuite, cap est mis à Zéaglo dans le département de Bleu-le-Quai. La ministre, au nom du gouvernement, présente ses condoléances et indique que les enquêtes sont en cours pour situer toutes les responsabilités. Des appels à l'apaisement sont lancés. Nous avons entendu les cris à la fois poussés par nos parents Oué et les cris à la fois poussés par nos parents du Grand Centre. Saousou Jano nous a instruit de venir nous enquérir de cette situation et surtout de venir faire en sorte qu'il y ait l'apaisement. On peut être mécontent, mais lorsqu'il y a mort d'homme, nous devons tous arrêter pour revoir notre manière d'agir. Et ce sont ces violences-là que nous sommes venus condamner. Nous avons trouvé des populations elles-mêmes qui ont condamné ces actes et qui, entre elles, avaient déjà commencé donc des initiatives au pardon, en appelant au pardon de part et d'autre. C'est une situation déplorable. Nous allons continuer de sensibiliser et de ramener les populations à la juste mesure, à la retenue, à réapprendre à vivre ensemble, quel que soit le problème. Et nous continuerons avec les élus et cadres du Cavali, avec les élus et cadres du Grand Centre, avec le consul du Burkina et tous ses représentants de la région. C'est ensemble, main dans la main, que nous travaillerons pour que nos populations, nos frères et sœurs, réapprennent à vivre ensemble. L'émissaire du gouvernement continue encore les consultations de jour comme de nuit pour cerner véritablement le fond de la question de la forêt classée du Gouandébé afin de trouver une solution durable et définitive. Le groupe des ambassadeurs et consuls des États membres de la CEDEAO communique sur les chantiers prioritaires de l'organisation ouest-africaine pour les 3 années à venir, notamment la question des infrastructures économiques et celle de la monnaie unique. Lansine Bakayoko. Malgré les avancées enregistrées, la mise en place de la monnaie unique au sein de la CEDEAO prévue pour 2020 ne sera pas effective avant 7 à 10 ans. En cause, les problèmes de coordination au niveau des politiques monétaires au sein des 15 pays de la région. En attendant, le franc CFA reste un îlot à préserver et les opposants à cette monnaie d'intégration doivent réviser leur cours. Ceux qui disent que le franc CFA est un frein, je trouve que ce sont des apprentis monétaristes. Ils ne connaissent pas bien la situation. Les réserves que nous mettons auprès du trésor français représentent à peine 0,02 de la masse monétaire en France. On dit nous finançons la France. Non, pour nous c'est beaucoup, parce que ça atteint parfois 8 000 milliards de francs. C'est important. Mais par rapport à la masse monétaire française, c'est 0,002. Quant aux projets prioritaires, les plus urgents concernent les infrastructures avec notamment l'autoroute Abidjan-Lagos, longue de 1028 km. Les textes relatifs au démarrage de ce projet seront adoptés d'ici à la fin de ce mois. Les autres chantiers de la CEDEAO tournent autour de l'industrialisation et prennent en compte l'agrobusiness, l'énergie, les télécommunications, l'industrie pharmaceutique et les matériaux de construction. Nous avons une politique régionale sur laquelle les politiques nationales doivent s'arrimer pour que, du point de vue industrie, l'industrie ne représente qu'entre 7 et 10% du PIB. Si nous n'arrivons pas, nous ne pouvons pas créer les emplois. Sur la période 2017-2020, plusieurs autres défis sont à relever pour rendre la CEDEAO efficiente. Il s'agit, entre autres, de réformer en profondeur la Commission. Cette réforme devrait aboutir à une meilleure mobilisation des cotisations, au redimensionnement des charges de fonctionnement et surtout à l'instauration de la bonne gouvernance.
Il y a 3 ans, la Côte d'Ivoire mettait en place le schéma directeur pour la réforme des finances publiques 2014-2016. 65% des activités ont été exécutées à ce jour. L'État ivoirien veut donc s'auto-évaluer afin de savoir si ces activités ont été menées conformément aux orientations données et aussi aux objectifs attendus. Francis Boifo. Une évaluation des réformes dans les finances publiques exige la maîtrise de la fiabilité du budget, la gestion des actifs et passifs de l'État, la supervision et l'audit externe, le contrôle de l'exécution du budget et autres. Cette formation permettra aux acteurs des finances publiques ivoiriennes, en s'appropriant les méthodologies internationales, de mieux évaluer les réformes sur la période 2014-2016 avec 65% d'activités réalisées. C'est un exercice d'autocritique qui nous permettra de nous remettre en cause et de donner des réorientations là où c'est nécessaire pour que la marche que nous suivons puisse être en ligne avec les grandes orientations des plus hautes autorités de l'État, mais aussi puisse être en ligne avec les standards internationaux. Il est prévu à la fin des travaux la rédaction d'un rapport. C'est un document d'orientation concernant le nouveau schéma directeur des finances publiques 2017. Le gouvernement s'est défini un cadre de conduite de l'action publique et le plan national de développement. Il faut qu'en matière de gestion des finances publiques, qu'on ait l'organisation, aussi bien au plan administratif, opérationnel qu'au plan réglementaire, qu'on ait l'organisation nécessaire pour accompagner l'ensemble de ces réformes-là. Pour Karim Traoré, cet exercice d'auto-évaluation de tous les actes qui ont une incidence financière pour l'État s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance. En marge de la 124e Assemblée générale de l'Association des transporteurs aériens francophones, Air Côte d'Ivoire et Air France signent une convention. Air Côte d'Ivoire vise désormais le ciel français. Francis Boifo. Vous savez, on dit toujours, quand vous voulez aller vite, vous allez seul. Mais quand vous voulez aller loin, il faut aller avec les autres. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire veut voler plus haut par cette signature de convention avec Middle East Airlines et Air France. Ça va permettre à Air France, qui, vous le savez, dessert, entre autres avec ses Airbus 380, depuis la France et en connexion du monde entier à Abidjan, de pouvoir vendre sur l'ensemble du réseau d'Air Côte d'Ivoire, le réseau africain d'Air Côte d'Ivoire, en numéro de vol Air France. C'est-à-dire que c'est toute la force commerciale d'Air France dans le monde qui va pouvoir également vendre le réseau d'Air Côte d'Ivoire. Et réciproquement, la possibilité pour Air Côte d'Ivoire de mettre des codes sur le vol Paris à partir d'Abidjan permettra là aussi d'élargir commercialement la surface commerciale d'Air Côte d'Ivoire. La compagnie Air Côte d'Ivoire vise le marché européen et le ciel américain. Nous y travaillons à la desserte américaine. Il est évident que Delta, dans cette même façon-là, viendrait se connecter également. C'était important pour nous, pour Air Côte d'Ivoire, pour l'aéroport d'Abidjan, comme vous le savez, le gouvernement, le président, nous investissons beaucoup dans cet aéroport pour que ce soit vraiment un véritable hub donc pour la sous-région. Air Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est 20 destinations régionales en Afrique de l'Ouest et du Centre et 5 destinations domestiques. Aujourd'hui, 22 octobre, c'est la journée internationale de sensibilisation au bégaiement. Ce trouble de la parole, caractérisé par des répétitions et prolongations involontaires des mots ou des phrases, un jeune Ivoirien a trouvé une solution afin de permettre aux bègues de s'exprimer correctement. Paris se reconnaît. Titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Simplice souffre d'un handicap. Ce mal, d'après mes parents, a commencé depuis l'âge de 4 ans. La période de la parole, et j'en souffre jusqu'à présent. Avec ce handicap, difficile pour lui d'obtenir un boulot. Chaque jour, le scénario est le même. Simplice obligé de se connecter sur Internet à la recherche d'un emploi. Son rêve aujourd'hui, être recruté dans une entreprise de la place et surtout voir disparaître ce handicap qui, selon lui, l'afflige. J'ai l'impression que les agences de recrutement ne mettent rien du bégaiement. Donc ils pensent que c'est déjà une faiblesse d'embaucher quelqu'un quand il souffre
de ce mal. Un rêve possible et réalisable selon Sékou, lui-même né bègue, mais qui aujourd'hui arrive plus ou moins à s'exprimer correctement. On se moquait beaucoup de moi à l'école, en ville, un peu partout. À chaque fois que je prenais la parole, il y a certaines personnes qui comprenaient, mais la majorité des personnes avaient l'habitude en tout cas de se moquer, soit en ma présence ou en mon absence. Et il faut dire que franchement, que cela m'a beaucoup frustré et a été en fait même la principale cause de mes recherches. Sa solution, la rééducation vocale qui consiste à bien prononcer les voyelles et les consonnes. Je me suis rendu compte que les voyelles se prononçaient et que les consonnes s'articulaient et que la parole en elle-même est une succession de syllabes. Or, nous savons que les syllabes ne sont formées que de consonnes et de voyelles. Et donc avec les voyelles, on ne fournit aucun effort. On libère simplement l'air au niveau de la gorge en fait. A, E, I, O, U. Et ensuite avec les consonnes que j'ai classifiées, en fait les consonnes bilabiales, par exemple le B, le P et le M, voilà, sont des consonnes bilabiales. Bilabiales parce qu'elles font intervenir en fait les deux lèvres B, P, MO par exemple. Une rééducation à laquelle se sont soumis Meïté Bebson, agent à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, et Bema Kamagaté, étudiant en deuxième année de criminologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Tous deux bègues. A, E, U, I, O, Zo, Zu, Zu, Zon, Zou, Soi. Ok. Si je fais une semaine d'éducation, je vous assure que je vais présenter le journal télévisé. Je dois soutenir à une thèse et là, je suis sûr que je pourrai soutenir cette thèse aisément et faire plaisir à mes délégués. Comme Simplice et Bema, nombreux sont ces handicapés oraux qui souhaitent voir disparaître ce mal en eux afin d'avoir plus d'opportunités d'obtenir un emploi et construire une vie normale. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire s'étend à tout le pays. La coordonnatrice de ce programme national était l'invitée du magazine de ce dimanche. Un extrait de son entretien avec Hamza Diaby. On va aller étendre le compendium dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Mais on commence par des projets pilotes. Il s'agira d'aller dans ces régions, d'identifier les femmes rurales, les femmes en milieu urbain qui excellent dans ce qu'elles font, dans leur domaine d'activité, les mettre en lumière, les valoriser, les honorer, les récompenser. Oui, elles en ont besoin. Et comment se fait l'identification? L'identification sera basée sur nos valeurs. Je vais revenir un peu là-dessus. L'amour, la solidarité, l'audace, les valeurs du compendium. Les valeurs du compendium. Et à partir de ces valeurs, nous avons défini des références qu'on appelle aussi des critères. Premier critère, une femme qui excelle dans son domaine d'activité ou dans son entreprise. On reconnaît que tu es la meilleure. Tu fais partie de notre référence. Une femme qui a contribué au développement de son village, de sa communauté, de sa région. En attendant donc de s'inscrire au compendium des compétences féminines, les femmes de 21 associations de Bouaké reçoivent du matériel de commerce pour démarrer ou développer leurs activités. Le député de la commune entend favoriser leur autonomisation. Hassan Khan et Kader Segodogo. Des bouteilles de gaz, des cuisinières, des marmites, une broyeuse et des chaises destinées à 21 associations féminines de la commune de Bouaké. Du matériel qui va permettre à ces femmes d'accroître leurs revenus pour une autonomisation durable. La femme étant le socle de la société, dès qu'une femme a un petit, elle pense à la famille. Des dons du député de Bouaké commune. Pour le donateur, cette action vise à encourager ces groupements féminins qui contribuent au développement de la commune. C'est une action d'appui aux actions du chef de l'État et simplement pour dire à nos parents que nous les aimons, que nous aimons Bouaké et nous travaillons toujours donc au développement de cette localité. Il est important que Bouaké soit une ville exemplaire et nous voulons donc montrer le visage du Bouaké nouveau, ce Bouaké tranquille, ce Bouaké où il fait bon vivre,
Ce Bouaké-là où chacun peut vaquer librement à ses occupations sans être inquiété. Ces actions sociales du député Charles Niaouré ont été précédées d'une séance de lecture intégrale du Coran pour la paix en Côte d'Ivoire. Une séance présidée par le grand imam de Bouaké, Ella Djabadjawari Touré. L'axe Oumé-Kokumbo-Tumodi, dans le centre du pays, est aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé. Un véritable calvaire pour les usagers de cette voie. Et ils appellent à l'aide. Herman Guivet. Axe Oumé-Kokumbo-Tumodi. Nous franchissons un pont. La vue est tout simplement magnifique. Le pont immédiatement franchi que nous devons nous défaire du plaisir de l'œil pour nous abandonner au constat du reporter. Parce que rattrapé par la profonde agonie d'une route qui crie au plan Marshall. Parler de nid de poule serait un euphémisme. Le bitume a pratiquement disparu, en lieu et place des trous béants, masqués par des flaques d'eau en saison des pluies, escortent le voyageur jusqu'à destination. Nous devons certainement notre salut à l'habileté du conducteur et à la robustesse du véhicule. Un véritable calvaire pour les transporteurs qui témoignent. Il y a trop de trous, ça crée des dégâts. Donc c'est pour cela souvent même, il y a trop de coupés de route sur la route. On veut qu'on ait arrangé la route pour nous maintenant. Si la route était bonne, un jour nous pouvons faire 5 voyages. Mais en fonction de l'état de la route, nous ne pouvons pas faire au moins 5 voyages par jour. Nous sommes aujourd'hui 2 voyages par jour. Les commerçantes ne disent pas mieux. Les conducteurs augmentent les prix en fonction de la route. Parce que la route est très mauvaise. Pour nous, les commerçants, ça ne nous arrange pas. Donc, l'État n'a qu'à nous aider. Véritable calvaire pour les populations. À Oumé, nous n'avons pas de route. Sur toutes les routes, c'est des nids de poules. Et cela favorise les braquages. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nos populations voyagent, mais avec beaucoup de peur dans le ventre. Une préoccupation qui a trouvé un écho favorable auprès des autorités en charge de l'entretien des routes. Les questions d'eau, les questions de route et les questions d'école, les questions d'emploi sont les préoccupations de nos populations. Et c'est ce à quoi le gouvernement travaille. Les populations, elles, attendent avec impatience qu'une solution soit trouvée à ce problème qui trouble de tous ces trous leur sommeil. Dans l'actualité politique, à Oumé, le Rassemblement des Républicains RDR fait sa rentrée politique, un moment choisi pour rendre un hommage aux actions de développement du gouvernement ivoirien. Herman Guivet. Remercier le chef de l'État Alassane Ouattara pour la dynamique de développement insufflée à la Côte d'Ivoire depuis son accession à la magistrature suprême. Voici tout le sens de cette journée de reconnaissance et d'hommage organisée par les populations d'Oumé sous l'impulsion de Lansine Diaby, cadre du RDR et émissaire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est à la place Jean-Jacques Boutineau de la ville que se sont rassemblées les différentes délégations venues des villes et régions frontalières avec la ville d'Oumé. Le secrétaire départemental du RDR d'Oumé, le docteur Kone Adama, a rendu hommage aux pionniers du parti dans la région pour leur contribution à l'implantation du parti. Remerciant également le député Touré Aya Virginie pour son engagement au service du parti. Le président du conseil régional du Gand, Joachim Djedje Bagnon, a salué l'esprit d'union et de fraternité qui règne au sein de toutes les familles politiques à Oumé. Lansine Diaby, émissaire du Premier ministre et parrain de la cérémonie, a appelé au renforcement de cette union et à plus d'engagement des militants aux côtés du président Alassane Ouattara. Il n'y aura pas de guerre d'héritiers au sein du RDR. La préoccupation majeure du président de la République, c'est de s'assurer que le pays serait dans des mains sûres. Donc, au même moment qu'il dit à ses proches collaborateurs qu'il n'y a pas de guerre d'héritage, que sur le terrain ici à Oumé, qu'aucune bataille pour les postes au niveau local ne soit ouverte. Le seul combat qui mérite d'être mené, c'est de mener le combat pour la constitution d'un parti unifié qui rassemble les enfants d'Oufoué pour continuer l'œuvre de construction. Occasion pour les militants de se réjouir au rythme des sonorités locales, cérémonie festive, suivie d'un cross populaire et de la finale du tournoi intersection doté du trophée Alassane Ouattara, remporté par l'équipe de Yaoufla en rouge et blanc
face à celle de Gros-Cros en jaune. L'Adaye Kessié, une fête de cohésion et de célébration de l'identité culturelle de la région du Zanzan. L'édition 2017 a été marquée par des messages de paix. Franck Wadio. L'appel de la tradition, en route pour Tabagne, en fond sonore, les tambours parleurs, comme pour saluer l'arrivée du vice-président Daniel Kablan-Duncan, hôte de marque à ce Adaye Kessié Festival 2017, célébrant la culture du peuple bron dans l'Est ivoirien. Cette fête, c'est tout un symbole rappelé par Bini Ouattara, le commissaire général. Elle symbolise la fin de la fête de l'Ignam et le début de l'année. C'est la fête du trône, une occasion de faire le bilan. Pour planter les décors, la parade des rois et chefs sur leur palaquin ou à pied. Le ballet est ouvert par la première des 5 provinces du royaume à Bron, le Pidango, garant de la sécurité. Puis suivent d'autres chefs venus du Ghana voisin et l'arrivée du roi suprême à Debron, Nanankwasi, à Dengra, à Djeman. Les festivités peuvent commencer. Le grand tambour royal, le tendo, qui sort une fois l'an, accompagne la danse de la noblesse. L'Adaye Kessié, c'est aussi la célébration de la cohésion. L'Adaye Kessié, au-delà de son aspect spectaculaire et festif, nous invite à une profonde introspection et à une quête permanente de renouvellement de soi à travers la tolérance et le pardon notamment. Autant de potentialités soutenues par l'État, le tourisme et la culture d'ailleurs engagées. De Tabagne, Monsieur le Vice-président, je lance à nouveau cet appel. Cet appel que dès 2011-2012, nous avons lancé aux conseils régionaux, au cadre de nos régions, à valoriser nos cultures par l'organisation de foires et festivals culturels. Les festivals sont de grands leviers de développement économique. Le peuple bron, déjà dans la dynamique, est encouragé dans ce sens au plus haut niveau. Le dynamisme impulsé par le Conseil royal et le Conseil régional pour la promotion et la valorisation de l'héritage culturel bron à travers l'Adaye Kessié atteste de la volonté de ce peuple au passé si glorieux de faire de sa culture un véritable socle d'union et de développement. Et cela est bien compris. Fils de la région, personnalité invitée, tous souhaitent que l'exemple de l'Adaye soit pérennisé. La tradition au service de la cohésion sociale traduite plus que jamais par le futur village Adaye, la première pierre posée par le vice-président. 20h27, le 7/7, première destination la Somalie, au lendemain de 3 jours de deuil national suite à un double attentat qui a fait 358 morts. Abou Sanogo. En Somalie, les autorités ont décrété 3 jours de deuil national lundi au lendemain du double attentat à l'explosif mené samedi à Mogadiscio, la capitale. L'attentat a fait 358 morts et 300 blessés selon une source hospitalière. La peste à Madagascar est loin d'être circonscrite. Le nombre de cas et de morts a encore augmenté d'après le dernier bilan. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes déclarait 610 cas et 63 décès sur l'ensemble de la grande île. L'incertitude règne toujours au Kenya avant le second tour de l'élection présidentielle prévue le 26 octobre. Dernier rebondissement en date, la démission d'une responsable de la commission électorale mercredi, Roselyne Akombe. Dans la foulée, le président de cette même commission a émis de sérieux doutes sur la tenue du scrutin. 4 personnes ont été tuées jeudi dans les 2 plus grandes villes du Togo, Lomé et Sokodé. Malgré l'interdiction de manifester en semaine, les 14 partis de l'opposition avaient décidé de marcher dans la capitale. Au moins 26 personnes ont été tuées au cours d'un affrontement mercredi dans le sud-est de la Centrafrique. Le gouvernement centrafricain a réagi à cette nouvelle flambée de violence dans le sud-est en exprimant sa ferme condamnation de ces actes de barbarie. À l'issue d'un conseil de gouvernement extraordinaire, Madrid a déclenché l'article 155 de la Constitution visant la destitution du gouvernement catalan. Aussitôt, des manifestants pro-indépendantistes sont descendus dans la rue pour dénoncer cette mesure.
Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir annulé dimanche la nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme ambassadeur de bonne volonté, expliquant que cela était dans l'intérêt de l'agence de l'ONU après la controverse provoquée par sa décision. Et c'est tout pour ce 20h. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée.